Salut les guerriers, comment être fort mentalement lorsque tu n'as pas tout pour réussir? Aujourd'hui, on va prendre l'exemple de l'amiral Yi Sun-shin. Donc Yi Sun-shin, avant de devenir quelqu'un de légendaire, il a dû entrer dans l'armée, sauf qu'il a foiré. Il a foiré son examen d'entrée pour l'armée, c'est-à-dire qu'il est tombé de cheval. Donc il a dû repasser une seconde fois l'examen. Donc il l'a réussi un peu plus tard, mais c'était l'officier subalterne le plus vieux de leur armée. 31 ans, c'est pas vieux, mais à l'époque, ça l'était. Je fais ce genre de vidéo pour que vous compreniez une chose. La discipline est préférable au désordre, la liberté est préférable à l'esclavage. Suivez l'exemple des meilleurs. À la fin du XVIe siècle, la dynastie des Yi, ils ont pas de bol. Les Japonais se sont dit, venez, on va les envahir. Donc Toyotomi Hideyoshi, c'est comme Oda Nobunaga, Tokugawa Ieyasu, c'est les trois unificateurs du Japon. C'est des personnes célèbres. Toyotomi Hideyoshi, il se dit je veux envahir la Chine. Donc pour envahir la Chine, qu'est-ce que je fais? On réfléchit, on passe par la Corée. Et du coup, voilà. Donc les Japonais, ils débarquent en Corée. Je crois que je me suis trompé d'époque, c'était après ça. Ouais, c'était après. Bon, les Japonais et les Coréens, c'est l'amour fou. Ils ont toujours une relation passionnelle. Non, je rigole. Ils ont des problèmes entre eux, surtout liés par rapport à la Seconde Guerre mondiale. J'en parlerai dans une autre vidéo. Là, on revient à notre époque. Enfin non, pas à notre époque, au XVIe siècle. Donc je disais, les Japonais débarquent à Pusan en avril 1592 avec 200 000 hommes. Bon, c'est énorme pour l'époque. Donc, après avoir pris le port de Pusan, au sud de la Corée, les Japonais envahisseurs, les méchants japonais, commandés par Konishi Yukinaga, ils font route vers Séoul au nord. Et donc là, ils tombent sur une grosse forteresse. La forteresse sur leur chemin, c'est Chungju. Enfin, c'est la forteresse de Chungju. Donc, le général coréen Shin Nip, donc il met ses troupes en terrain plat, au nord de la forteresse, parce que comme ça, il avait de la cavalerie. Il s'est dit, je vais les poutrer comme ça. Poutrer du verbe défoncer, en 5 lettres, défoncer. Voilà. Donc, la bataille commence par une charge montée emmenée par Shin Nip, le commandant coréen. Sauf que y a un problème. Ils se font savater par les arquebuses japonaises. Du coup, la cavalerie coréenne, elle se fait stopper. Elle a pas son efficacité maximale, et du coup ils sont écrasés, et puis le commandant coréen il se suicide. Voilà. Donc comment les Japonais ont fait pour réussir? Ils se sont préparés. Ils ont préparé, ils connaissaient les lieux, ils ont préparé la logistique avant de les envahir. Donc forcément ça a donné lieu à des pillages, et puis ils ont imposé leurs lois dans le pays, une partie du pays. Je vous parle de quelques batailles pour préparer l'arrivée de l'amiral Yi Sun-shin. C'est pas pour rien, il faut que... il y a du taf. Donc les Japonais enchaînent des séries de victoires, c'est évident, samouraï oblige. Mais il y a un problème, parce que la guérilla coréenne, il y a de plus en plus de gens qui les rejoignent. Ouais, parce que les Japonais en Corée, c'est pas des tendres. Donc face à l'occupation, la brutalité de l'occupation japonaise, les rangs de la guérilla coréenne, grossissent. Les Coréens, ils prennent tellement de vigueur qu'ils infligent une grosse défaite à Songju aux Japonais. À un moment, le commandant Takakage, le commandant japonais, il se fait battre par 700 hommes, qu'on appelle les 700 braves en Corée. Ils avaient la niaque, Ouais. Donc là, on revient à l'amiral Yi Sun-shin. Qu'est-ce qu'il va faire? On sait pas. Donc l'amiral Yi Sun-shin, il dispose de 24 Panhanson. Je prononce pas bien, on s'en fout. Et plus de 80 navires de moindre tonnage, c'est-à-dire des petits, des bateaux un peu plus petits. Ouais, en fait, les Coréens avaient une flotte, c'est à cause des pirates japonais. C'était pour se prémunir de genre de gugus. Stop, j'allais oublier. Il faut que je te parle des bateaux tortues coréens. Ouais, c'est coréen. Parce que sinon, tu risques de pas tout comprendre. Donc les bateaux tortues, Kobuk, ils ont été développés par l'amiral Yi Sun-shin. C'est avant les invasions japonaises. Il a amélioré le truc, quoi. Le pont était formé de plaques de métal hérissées, avec des pics de fer. J'ai lu quelque part qu'ils mettaient les têtes des amiraux, de commandants japonais qu'il avait vaincus, sur les pics. En fait, c'était destiné à décourager l'abordage. Tu m'étonnes. Donc le bateau disposait aussi de 23 canons. Et il y en avait un aussi au niveau de la tête du dragon. Ouais, en fait, c'était destiné à la guerre, quoi. Ils optimisent. Et là, tu te poses une question. Je suis sûr que tu te la poses. Comment ça se fait qu'un mec qui a raté l'entrée à l'école militaire, il réussit à devenir commandant? Je t'explique. Grâce à ses exploits militaires, je te rappelle que il n'y a pas que les Japonais qui cherchaient à envahir les Coréens. Il y en a d'autres aussi. J'en parlerai pas ici dans cette vidéo. Sa valeur technique, ils se sont pas trompés. C'est lui qui a inventé le premier cuirassé. Ouais, parce que le bateau tortue, en fait, il pouvait s'infiltrer au milieu de centaines de bateaux et puis les savater. Ouais, je t'ai parlé de la tête de dragon. Il pouvait
pouvait avoir un canon dedans, mais il pouvait aussi dégager de la fumée, ce qui fait qu'il pouvait se dissimuler. Ou alors je l'ai vu dans un autre compte rendu, il y avait une sorte de fumée avec du soufre, justement pour servir un peu de gaz toxique. Pour comparer, le premier bâtiment cuirassé en Occident, ça a été la Gloire. C'est un bâtiment français. Il a été lancé à Toulon le 24 novembre 1859. Donc il avait quoi comme haute qualité? Sa culture, hein, il venait d'une famille de lettrés, hein, son patriotisme intransigeant. Je sais que le patriotisme c'est mal vu en France, mais voilà, c'est ce qui fait le caractère du mec. Et tout ça, ça lui permet de devenir commandant en chef des armées du centre. Et il était pas bête, hein. Il savait que de toute façon, il fallait être meilleur techniquement pour battre un adversaire comme les Japonais ou tout autre adversaire. En aparté, que j'oublie pas, hein, j'ai fait d'autres vidéos de stratagèmes et des vidéos, par exemple sur le Japon, si ça vous intéresse. Je les mets en fiche, vous pouvez aller voir. Ah oui, et pensez à vous abonner, parce qu'il y en a beaucoup qui regardent les vidéos sans s'abonner. J'ai besoin de vous les gars, hein, déconnez pas, abonnez-vous et mettez la cloche. Donc la faiblesse des Japonais, c'est leur ravitaillement, c'est leur logistique. Hein, vu que c'est par voie maritime qu'ils font venir des hommes et leur approvisionnement, c'est quand même un talon d'Achille, c'est quand même une petite faiblesse. C'est un peu comme le débarquement des Anglais et des Américains, enfin des Alliés sur les plages de Normandie. C'est pas simple de tenir la tête de pont et de se faire ravitailler depuis l'Angleterre. Et donc l'amiral en profite de mai à juin pour infliger des défaites aux navires, aux formations japonaises. Ils n'ont pas pu empêcher le débarquement, mais ils peuvent nuire au ravitaillement. Donc le 8 juillet 1592, l'amiral Ii, il sort du port de Tangpo pour affronter le gros des forces japonaises. C'est le moment les gars, c'est le moment. Donc en fait il envoie de ses navires pour attirer les Japonais en haute mer. Mais le piège a fonctionné, bien sûr, hein, bien sûr. Et les Japonais, ils les ont suivis. Donc une fois qu'ils sont en pleine mer, hein, les Coréens, ils font demi-tour et en fait ils encerclent les Japonais. C'est-à-dire que c'est l'aile de grue ce qu'ils appellent. Les Zoulous ils appellent ça la tête de buffle. Donc, tu vois, comme ça. Ouais, c'est imagé, mais j'ai pas les moyens techniques, moi. Ils firent feu avec toute leur artillerie et les flèches pour incendier les navires et tuer tous les marins de la flotte ennemie. Donc ils ont savaté 73 vaisseaux ennemis. La mer devait être rouge foncé. Et dans son journal, l'amiral Ii avait écrit « En quelques heures, la destruction fut totale ». Du côté japonais, ils ont dit qu'il y a quand même quelques navires qui ont réussi à s'enfuir. Donc c'est une défaite totale quand même. Donc c'est une grande victoire. Hein, l'invasion est repoussée en 1593, voilà. Donc après ça, l'amiral, après cette décisive victoire, il est en cour martiale, hein. Ouais, parce que tu connais les intrigues de cour, tout ça. Donc il échappe de peu à la peine de mort et il est rétrogradé comme simple soldat. Ah, il faut qu'il reste zen, hein. T'imagines le mental qu'il faut? Tu gagnes, tu repousses les ennemis, hein, les envahisseurs, en dehors de ton pays, et après, finalement, on te dégrade. Donc les Japonais, hein, en 1597, ils reviennent, hein. Ils reviennent avec des zéros, et puis ils attaquent tout le monde. Mais bon, ils reviennent. Non, c'est pour voir si vous suiviez, parce que j'en ai toujours qui se perdent au bout d'un moment hein, dans la vidéo. Donc, les Japonais, ils reviennent, mais là, ils font attention à la marine. Hein, ils ont bien mûri leur système de pensée, de stratégie maritime. En fait, si tu veux, ils sont pas allés pleurer chez leur mère. Hein, ils ont analysé le truc et ils se sont dit, au niveau de la marine, on pêche, on va rectifier le tir et puis on y retourne. Donc les Coréens, ils affrontent les Japonais, hein, vaillamment, tout ça. Ils perdent 200 navires. Tu le crois ça? Oui, il y avait plus l'amiral qui était avec eux, donc 200 navires. Ah ouais, mais ça leur a coûté cher. Donc les Coréens, qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Ils appellent l'amiral, hein. Et oui, ils disent, finalement, faut que tu viennes nous aider. Donc c'est là qu'il faut avoir un mental fort, hein. Il est pas allé chercher des excuses. Oui, ils ont été méchants. Ouais, ils parlent mal. Ouais, ils ont les yeux trop ronds. Voilà. Donc les Japonais, hein, ils remontent avec leur armée et puis leur navire le long des côtes coréennes, hein, parce que ils dominent. Et là, il y a l'amiral Ii qui les bloque avec quelques navires. Et en fait, l'amiral Ii décide d'utiliser le détroit de Pyongyang pour livrer bataille. Pour les amateurs, hein, si ça vous rappelle quelque chose, je vous mets une vidéo en relation. Ah, si ceux qui, tout de suite, hein, bataille Salamine, ça vous dit quelque chose? Et donc lui, il affronte une force japonaise de 133 vaisseaux. Et lui, il a une petite flotte. De rien du tout. Donc il va affronter le navire amiral. Et donc l'histoire c'est que la tête du commandant japonais, au bout d'une pique du bateau de l'amiral Ii. Ah directement, il n'a pas cherché à comprendre.
Donc les Coréens, ils utilisent leur connaissance des marées pour déjouer les plans des Japonais et leur infliger des lourdes pertes. Mais mal, et ils font du sale. Ils font du... Oh, moi, j'aurais pas aimé. Et donc là, ils mettent un terme aux espoirs de domination maritime des Japonais. Les Coréens appellent ça le miracle de Pyongyang. Entre-temps, Toyotomi Hideyoshi meurt. Donc du coup, les forces japonaises doivent rentrer à la maison. Mais le 15 novembre 1598, eh bien, l'amiral Yi intercepte une flotte japonaise dans le détroit de Noryang. Et donc, il incendie, il coule les navires. La moitié des navires coulent. Mais malheureusement, il se fait tuer à cette bataille par un tir d'arquebuse. Après ça, les Chinois et les Coréens se mettent ensemble pour repousser les Japonais, parce qu'ils ont encore essayé d'envahir l'année suivante, entre 1597 et 1598. Bon, les Japonais font un coup d'éclat à Sachon, mais ça repousse pas le truc, quoi. Le Schmilblick, leur invasion, ça n'a pas marché. Faut-il conclure de tout cela, En fait, il y a beaucoup d'exemples d'ancêtres, de héros, de stratèges qui ont été extrêmement courageux, quel que soit le peuple, et qu'on doit prendre comme exemple. Et vous découvrirez à travers les exemples que je vous donne, ceux qui vous parlent le plus. Il faut d'abord apprendre à se connaître, c'est-à-dire mentalement, se connaître physiquement, se connaître psychologiquement, pour améliorer les choses. Il faut déjà commencer à se connaître. Pour devenir fort mentalement, physiquement, il faut de nombreuses heures de pratique. C'est comme pour la musculation. Si vous y allez une fois par mois, vous n'aurez pas les mêmes résultats que quelqu'un qui y va 5 fois par semaine. Si votre travail vous rend malheureux, vous n'y arriverez pas. Si vous essayez d'annuler toutes vos faiblesses, vous n'y arriverez pas. Essayez juste de les diminuer. Comprenez les forces et les faiblesses que vous avez et devenez réaliste. Ce que vous avez besoin, c'est de petites victoires qui vont vous renforcer. En connaissant vos points forts, vous pourrez leur donner plus de consistance. Au début, vous allez marcher, ensuite vous allez courir par petites foulées, et ensuite vous allez courir et vous prendrez de plus en plus de vitesse avec le temps. Ce qui me paraissait intéressant dans l'histoire de l'amiral Isanchi, c'est pas forcément les batailles, c'est le fait qu'il ait été rétrogradé après une grande victoire et qu'il soit malgré tout revenu combattre pour son pays. Ce qu'il faut lui emprunter, c'est sa vision de vie. Il savait exactement ce qu'il voulait devenir, qui il voulait devenir. Pas quoi, c'est-à-dire pas amiral, mais quel symbole, qu'est-ce qu'il devait faire de sa vie. Et je pense que si vous passez un peu de temps à déterminer pas le métier que vous voulez faire, mais le but de votre vie, ça pourra renforcer votre mental et vous aider à affronter les difficultés. Inscrivez-vous dans mes mails privés, je vous parle d'histoire inspirante, de confiance en soi, de discipline et de liberté financière. Les ancêtres protègent, serrez les rangs et restez unis.